As-tu des conseils pour atteindre ces objectifs? Oui. Oui, en fait, j'ai lu un livre qui s'appelle The One Thing, en fait, et qui parle d'être focus sur l'essentiel pour atteindre ses objectifs. Et j'ai trouvé ça très intéressant parce qu'en fait, on peut se rendre compte dans ce qui est dit, c'est que si on trouve la chose essentielle à faire dans une journée, qui nous amène à atteindre nos objectifs, et en se focalisant là-dessus, on peut atteindre plus rapidement ses objectifs. Et la phrase dit en fait, quelle est la chose essentielle que je peux faire aujourd'hui pour atteindre tel résultat, en fait, qui rendra tout le reste plus facile, voire inutile. D'accord. Exemple même, moi l'objectif c'était de communiquer sur les réseaux de manière beaucoup plus fluide. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai trouvé un format qui m'allait bien, les interviews, ce qui fait que la chose essentielle pour avoir une bonne communication, c'est de réaliser des interviews, des questions-réponses comme ça. Ce qui rend les choses beaucoup plus faciles pour le diffuser, puisqu'on fait une interview qui va durer 20, 30, 40 minutes et on va pouvoir le diffuser en séquence pour pouvoir justement alimenter tous les réseaux et apporter de la valeur. Donc ça rend les choses, c'est essentiel, c'est la chose essentielle à faire pour rendre notre communication plus facile, voire inutile, non, mais beaucoup plus facile du moins. Tu vois ce que je veux dire? Mais inutile, ça veut dire que on atteint notre objectif qui est de communiquer, d'apporter la valeur de manière beaucoup plus facile que si on doit créer tous les matins un post, plein de choses à côté. Finalement, si ce format marche, la chose essentielle est de le tourner et après on peut le dispatcher. Tu vois, et l'objectif par exemple qui est de communiquer, d'avoir une communication à forte valeur ajoutée sur les réseaux sociaux se résume à une seule chose essentielle, c'est ce temps qu'on passe là. Bien sûr qu'après il faut monter tout ça, mais ça rend les choses beaucoup plus simples et la communication beaucoup plus facile. C'est plus clair là? Avec l'exemple, parce que des fois c'est pas très clair. Oui, ça l'est. Mais du coup, comment tu trouves ce One Thing? Parce que toi tu as trouvé les interviews, mais comment tu le trouves ce One Thing? En fait, c'est Pareto, la loi de Pareto. C'est-à-dire le 20-80, 20% de tes actions ramènent 80% de tes résultats. Donc, quelle est l'action essentielle finalement dans tout ce que tu fais tous les jours qui va te permettre d'obtenir les choses essentielles? Tu l'identifies et tu peux même aller plus loin, c'est que tu vas te rendre compte qu'il y a 10% de tes actions qui ramènent 70% de tes résultats. On creuse encore un peu plus le Pareto, mais dans cette idée-là, tu vas trouver cette chose essentielle en creusant dans toutes les activités que tu fais. Tu peux même décider à un moment donné de faire une pause. C'est-à-dire d'arrêter de te disperser, d'arrêter de faire des milliers de choses et essayer de voir qu'est-ce qui se passe si tu fais rien. En ce moment, je suis en train d'expérimenter ça, c'est-à-dire que je suis sur beaucoup d'activités, je pense à beaucoup de choses et là, la seule chose essentielle à laquelle je pense, c'est à ne rien faire. Alors, ne rien faire ne veut pas dire ne pas travailler. Ça veut simplement dire en fait, passer plus de temps à lire, à écouter des livres audio, à faire d'autres choses qui permettent de te nourrir, mais qui est pas d'être tout le temps derrière ton bureau. Tu vois, ça te permet juste cette vision. D'accord. D'arrêter, de faire le ménage. J'appelle ça, je suis dans le ménage de printemps, c'est-à-dire je nettoie tout pour voir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui est focus. Voilà. Donc là, au niveau des stats, après... après il faut l'analyser, c'est tout un travail derrière, mais quand tu vois que je peux passer parfois, 8 heures derrière mon bureau et que finalement, est-ce que toutes les actions que je fais sont essentielles? Est-ce qu'elles me permettent vraiment d'atteindre mes objectifs? Le meilleur moyen, c'est de les supprimer. Pas toujours évident, pas toujours dans la culture non plus, parce qu'on va toujours te dire d'en faire plus, mais si on en fait moins, qu'est-ce qui se passe? C'est une véritable interrogation, je l'ai déjà appliqué dans pas mal de choses, mais là, je l'applique vraiment au quotidien. C'est-à-dire que je fais de moins en moins de choses pour pouvoir voir ce qui se passe. Et me dire, en fait, d'attendre que certains moyens passent à l'orange, voire au rouge, en me disant, tiens, là, ça, c'est essentiel. Pour la communication, faire une interview, c'est essentiel. Pour mes clients, répondre aux emails, c'est essentiel. Mais passer ma journée à scruter mes boîtes mail, à faire du bruit, finalement, c'est pas essentiel. Mais ça fait juste que tu es au bureau, que tu es présent, que tu occupes l'espace. Mais qu'est-ce qui se passe si tu vas te balader, que tu écoutes un livre ou que tu te poses dans un endroit que tu bouquines? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que cette action n'est pas essentielle pour développer quelque chose à côté? Tu vois, c'est la réflexion que j'ai en ce moment. D'accord. Ça fout un peu le bordel, mais d'où les jus d'orange pressés. D'où les jus d'orange pressés en fait, qui sont en fait des moments où je me dis tiens, tu vas te chercher un jus d'orange, au lieu d'avoir le jus d'orange et l'acheter en bouteille, je prends mes écouteurs et je vais à pied. Il n'est pas très loin non plus, mais je vais à pied acheter ce jus d'orange et je reviens.
Ce qui veut dire que ce temps-là, il n'est pas perdu à me dire tiens, quelle est la nouvelle technique qui est sortie, qu'est-ce que dit un tel, tu vois, sur YouTube, sur machin, sur les réseaux. Je suis pas absorbé par ça. Et je réduis mes actions à l'essentiel. Et c'est ça qui t'a permis de déléguer en fait, trouver ton one-thing. En fait, déléguer, ça a toujours été quelque chose que j'ai aimé faire. Parce que je trouve que processiser et avoir des gens avec qui collaborer, c'est excellent. Mais disons que je me dis, il y a certainement des choses qui, on va dire, polluent mon temps, qui me permettent pas d'avoir autant le temps que je souhaite de qualité pour réussir certaines choses. Donc, il faut reprendre, il faut tout secouer et il faut recommencer. En fait, c'est quelque chose que tu ne fais pas une fois dans ta vie. Tu vas forcément le faire à plusieurs étapes. Et tu vas te rendre compte que, tiens, ça tu le fais, mais comment tu peux t'en détacher pour que toi, le temps que tu as à te focaliser sur tes objectifs, sur là où tu vas aller, ce temps essentiel, comment tu le retravailles, quoi, comment tu le reprends. Parce qu'on a tous tendance à un moment donné à se laisser bouffer par un événement, par quelqu'un. Tu vois, aujourd'hui, j'ai reçu 2 appels téléphoniques qui m'ont coupé dans mon truc. Et ça, tu vois, je devrais m'interdire des fois de répondre au téléphone. J'ai eu l'impression que c'était important, donc j'ai répondu les 2 fois, mais j'ai perdu du temps dans ces 2 appels. Parce que c'était juste pour dire le papier est là, quoi. Tu vois, enfin, à un moment donné, cherche, quoi. Tu vois, juste ça. Donc, ça, on ne peut pas solutionner le problème des autres. C'est eux qui ont un problème. Je ne suis pas forcément là pour les solutionner. C'est à eux, à un moment donné, à trouver les solutions. Et donc, si je leur laisse cette possibilité de pouvoir m'interrompre, moi je suis plus productif vers mon résultat en fait. Voilà. Ça marche. Donc toi, tu apportes de la valeur avec les interviews, mais de manière générale, comment on peut apporter de la valeur à ses prospects? De manière générale toi, c'est les interviews, les autres façons qui existent En fait, tu peux faire tout simplement apporter de la valeur à un prospect par un lead magnet, un e-book sur lequel tu vas résumer en fait des connaissances et ton expertise de manière pratique. Ils vont pouvoir justement aller le télécharger par les posts que toi tu vas faire, photos, écrits, un blog, tout. En fait, apporter de la valeur, c'est répondre à des problématiques qu'ont les gens de manière claire et précise, sans forcément qu'il y ait la solution parfaite. Si par exemple, toi tu es coach, tu vas pas pouvoir coacher dans un article, mais tu peux toujours apporter un chemin en fait. Les livres sont des grands chemins. En fait, tu vois, quand tu prends un bouquin, que tu le lis, il y a une philosophie, il y a des choses qui t'inspirent, qui font que tiens, tu vas mettre une action en place et là tu nourris ton prospect en fait. D'accord. Les livres en fait, c'est souvent le démarrage de la connexion avec quelqu'un. Quand tu as des auteurs qui sont aussi formateurs ou qui ont réalisé des choses, ça te permet de te connecter à leur philosophie, à leur approche et pourquoi pas après travailler avec eux dans leur formation, leur programme et aller plus loin. Tu vois, ça peut être aussi une bonne approche. Nourrir ton prospect, c'est être présent là où il est et de pouvoir lui apporter la valeur que toi tu penses être juste pour lui. D'accord. Voilà. Oui, parce que là tu disais répondre à leurs besoins. J'irais un peu plus loin, c'est répondre à une douleur et enlever une douleur. Et justement, comment tu trouves cette douleur en fait qu'a tes prospects? Tout simplement parce qu'en fait, en créant la conversation. C'est-à-dire que tu vas poster, par exemple, je vais faire un écrit, on va dire n'importe quoi sur un thème. Je vais dire, écoutez, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, posez-moi vos questions. Donc de là, va émerger en fait un courant de pensée, un courant de questions, et je vais pouvoir identifier les douleurs, les problématiques et le traiter dans un autre sujet. Finalement, quand tu dois nourrir ton prospect, ta seule solution quelque part, c'est de lui poser des questions et de communiquer avec lui, parce qu'en fait, il va t'amener la prochaine question. Toi, tu vas avoir identifié par exemple que sa douleur, c'est parce que il fait pas assez de sport, d'accord. Et toi, tu vas penser, tiens, je vais lui proposer un programme de sport. Bon, ok, mais il est à quel niveau? Est-ce qu'il est hyper avancé et finalement il a besoin d'autre chose? Est-ce qu'il en a jamais fait? Est-ce qu'il a des douleurs? Tout ça, en fait, tu vas aller le chercher en lui posant la question. Ok, je vais vous proposer un accompagnement sportif, mais quelles sont vos douleurs principales? Où c'est que vous avez mal? Qu'est-ce que vous voulez travailler? Et après, tu réponds finalement à ces douleurs. Si tu veux, tout est une question en fait d'attention vis-à-vis de ton prospect
et de lui permettre en fait de te parler. Là où pour moi on fait une grosse erreur, c'est quand on a une idée dans la tête, on la pond, on la pose, on la vend. Oui. En fait, là, il n'y a aucun lien. Mais si tu as une idée dans la tête, tu contactes autour de toi 10 personnes qui seraient potentiellement tes clients. Même s'ils travaillent avec la famille, je le déconseille, mais dans l'idée, tu peux demander, je sais pas, à ton frère, à ta sœur, bon, tu fais pas assez de sport, pourquoi? En quoi ça pourrait t'aider? Et tu commences comme ça. C'est un premier pas déjà pour bien sûr. Bien sûr. Son produit. Son premier produit. Et en fait, tout est un produit. Tu vois, apporter de la valeur, c'est le premier produit. C'est ce qu'on appelle le premier objet, le lead magnet, mais je cherche un autre mot, c'est le produit d'appel. Voilà, cherchez ce mot-là. Le produit d'appel. En fait, même s'il est gratuit, c'est un produit. Ouais. On a l'impression que le produit, c'est forcément acheté. Non, un produit d'appel, ça peut être juste un e-book en fait, que tu offres, mais c'est par là où il rentre en contact avec toi. Et après, tu évolues, tu les éduques. Même ce mot éduquer, il commence à m'hérisser les poils, mais c'est surtout qu'en fait tu leur apportes de la valeur, tu les écoutes, et en écoutant ce qu'ils ont à te dire, bah toi tu as l'information. C'est pas pour rien si quand les gens vont pas bien, la première chose qu'ils font c'est aller au médecin. Ils vont pas forcément au médecin parce qu'ils ont une pathologie, mais quand tu vas chez le médecin, la première chose qu'ils disent, bon, comment allez-vous? Pourquoi vous venez me voir? Et il se tait. Oui. Et là il te laisse parler. Alors, tu vas commencer à parler que tu as mal à la tête et tu vas lui expliquer que c'est ta grand-mère qui vient t'embêter avec le petit-fils, avec machin, et finalement, c'est ça qui te prend la tête. Et en fait, tu n'as pas besoin d'un Doliprane. Tu as besoin peut-être d'un antidépresseur. Tu vois ce que je veux dire? Mais le fait qu'il t'écoute, lui crée en fait le programme qui t'est adapté à toi. Oui. Tu vois, si tu as mal aux oreilles, si tu dis je viens, j'ai énormément mal à la tête. Il te dit, c'est plus où? C'est là au niveau des oreilles. T'as pas mal à la tête, t'as mal aux oreilles. Mais toi, tu l'identifies peut-être à la tête. Enfin, c'est surtout chez les enfants où c'est compliqué des fois. Tu vois, identifier par la conversation la douleur de ton client. D'accord. Par exemple. Tu es pour ou contre les bêta-testeurs? Pour ou contre les bêta-testeurs? Je te dirais que c'est même essentiel. Si tu ne penses pas aux bêta-testeurs, ça ne sert absolument à rien. Enfin, on en revient à notre conversation du début. Finalement, quand tu poses la question, c'est tes bêta-testeurs. Donc, si tu dois vendre un programme en ligne, si tu dois vendre un accompagnement, bien sûr que tu vas créer, moi ce que j'ai plutôt tendance à appeler un groupe pilote, c'est ce groupe-là où tu es clair et net avec eux, où tu leur dis voilà ce qui se passe, voilà ce qu'il va y avoir quand vous rentrez et on va le construire ensemble. Et tu vas leur faire un prix, forcément, parce que c'est les bêta-testeurs. Donc, si tu veux vendre ton programme, je vais dire n'importe quoi, 2000 €, tu vas leur vendre 1000 €. Si tu le vends 1000 €, tu vas leur vendre 500 €, peu importe. Mais ces gens-là, en fait, vont, dans un premier temps, être hyper contents. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait une bonne affaire. Moitié prix, c'est toujours une bonne affaire, on va le dire comme ça. Et deuxième point, c'est souvent là où toi, tu vas être le plus présent pour eux. Tu sais, une fois que la machine elle tourne, d'accord? Mais dans le premier jet, tu es ultra présent, tu es ultra attentif à ce qu'ils ont à te dire, tu vas même leur apporter plus de valeur que ce après. Oui, ce après et ce qui est prévu parce que finalement, tu veux créer ton programme et qu'il soit vraiment parfait. Donc si tu passes pas par les bêta-testeurs, tu vas perdre du temps parce que tu vas créer des choses qui ne seront pas du tout alignées et surtout, tu n'auras pas de vrai retour. Le bêta-testeur, il est là pour te faire de vrais retours. Il faut juste que tu sois prêt à entendre c'est de la merde ou non mais ça va pas marcher ton truc ou ouais là t'as pas compris, tu vois, et te remettre en question et réajuster. Mais si tu es prêt à faire ça, tu dois passer par les bêta-testeurs. C'est la clé en fait de ta réussite puisque si tu les as bien identifiés, demain ils vont t'amener toutes les questions, toutes les interrogations et tous les résultats en fait pour demain, quand tu vas faire rentrer les gens, qu'ils soient dans cet effet waouh et qu'ils disent ok, il y a déjà tout dedans et c'est ok quoi. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Le bêta-testeur est clé. Oui, donc il permet d'adapter et d'optimiser son produit quoi. Finalement, il permet tout. Il permet tout. Il permet d'avoir l'idée parce que tu le fais rentrer sur une idée. Il te permet de savoir la direction que tu vas prendre, c'est-à-dire une fois que tu as l'idée, une fois qu'ils sont dedans, ils vont t'orienter vers les points clés parce que toi tu vas voir par exemple que la douleur elle est au genou, mais finalement non, c'est plutôt le bassin, tu vois par exemple. Donc ça tu vas pouvoir toi ajuster ton programme alors que toi tu avais prévu de faire tête, genou et pas le bassin, tu vois, je dis n'importe quoi là-dessus, mais ça te permet d'être clair et d'avancer en fait et d'avoir les résultats. Enfin, le résultat d'avoir un programme adapté et parfait pour les gens qui vont rentrer. Voilà pour moi, c'est une clé. Ok, je suis d'accord.
Et justement, pour convertir en fait des prospects à clients, qu'est-ce qui est essentiel? Quelle est la chose essentielle pour les convertir? Ouais. Mais en fait, déjà, on se pose cette question, il faut se la poser aussi à double sens, c'est pourquoi je veux pas tel client, parce que ça aussi c'est important de en face. L'idée on en revient toujours à la conversation parce que c'est un élément clé, mais c'est d'avoir, dans certains cas, quand c'est des programmes on va dire assez chers, tu vas pas le faire pour un programme à 20 €, mais quand le programme est assez cher en fait, c'est d'avoir un client qui soit prêt justement à être coaché, c'est-à-dire prêt à écouter ce que tu as à lui dire, prêt à passer à l'action, et qui surtout réagit à ce que tu dis. S'il est passif, s'il est derrière son écran et qu'il fait ok, c'est pas quelqu'un avec qui tu auras des résultats. Ouais, c'est vrai. Et finalement, ça veut dire une autre chose, c'est que lui n'est pas prêt à s'engager pour avoir les résultats. Et donc, qu'est-ce que font ces gens-là? Dans 90% des cas, c'est ta faute. C'est parce que tu n'as pas su faire ci, tu n'as pas su faire ça. Et à la finalité, tu te retrouves avec des gens qui polluent ton univers, polluent ton espace. Et voilà, c'est pas cool. Mais attention, là il y a un point qui est assez, qui a tendance à me casser les couilles un peu avec les, enfin dans les coachs en fait, c'est que on va te parler tout le temps de mindset. On va te dire si tu n'as pas réussi, c'est parce que tu n'as pas le bon mindset. Moi j'aimerais bien demander au coach à un moment donné, c'est est-ce que vous êtes capable de faire évoluer un mindset? C'est-à-dire quand il y a un mindset qui vous convient pas, la réponse qui est toujours faite c'est vous n'avez pas le bon mindset, c'est pour ça que vous réussissez pas. Mais si c'était nous, en fait, les coachs, qui n'avions pas la capacité à un moment donné à nous adapter à notre mindset et à voir si on peut ramener cette personne dans un vrai mindset. Parce que c'est toujours une réponse qu'on fait, enfin que moi j'entends énormément de ça, c'est oui non mais c'est normal, t'as pas le bon mindset, il faut revenir plus tard, on verra plus tard. Ouais mais enfin à un moment donné c'est peut-être toi qui m'as pas mis dans le bon mindset au départ. Mais je trouve que c'est une question qui fait que c'est renvoyé un peu. C'est pas ma faute, hein, c'est toi, t'as pas le bon mindset. Allez, tiens, je te renvoie la balle. J'ai un peu envie de te dire, allez vous faire foutre, quoi. Ouais, tu vois, mais il y a des gens qui n'ont pas le bon mindset. Il y a des gens avec qui c'est pas ok. Mais parfois, les gens dans ton programme peuvent rencontrer une difficulté, peuvent rencontrer un blocage et cassent leur mindset. Et c'est à toi à ce moment-là de savoir le récupérer. Ouais. Et je pense que c'est là où tu deviens un très très bon coach, c'est qu'à un moment donné, tu écoutes et tu vois ce qui se passe. Si tu veux, essentiellement, la problématique à l'heure actuelle moi, de tous ces coachings et de cet esprit mindset, c'est que si tu ne rentres pas dans un moule, ça ne marche pas. Mais ce n'est pas toi le problème à 100%, c'est aussi le problème du moule. Oui, c'est sûr. Donc tu vas choisir tout le temps les gens qui sont alignés à 3 points. Ouais, ok, à un moment donné ça va. Il y a des ruptures qui se passent à des moments où tu vois pas, il y a des choses. Donc à un moment donné, on revient à la base qui est l'écoute. Laisse parler les autres. Moi j'ai des gens qui viennent, ils vont passer 20 minutes à me raconter ce qui s'est passé dans leur vie et les misères qu'ils ont vécues. Des fois des misères de rien et des fois des grosses galères. Mais le fait de les écouter me permet à moi d'orienter leur business et de leur apporter un vrai conseil. Je vais te donner un exemple. J'ai une personne à un moment donné qui a d'énormes difficultés dans sa vie et qui a besoin d'avoir plus de temps pour elle. Elle a un programme qui se vend bien, elle a un mécanisme qui se vend bien, mais ça lui demande de l'énergie, ça lui demande du temps. Et en fait, on a besoin de gagner 20% de temps dans ses dires. Et ça vient d'une écoute que j'ai eue sur sa problématique de vie. Oui. Et là, en fait, je lui ai proposé simplement de dire ok, donc ce qui veut dire que ces 20%, c'est aussi les gens qui s'en vont à la fin de tes programmes. Donc si on propose ce qu'on peut appeler un espace membership, à la fin, est-ce qu'on ne va pas regagner ces 20% finalement de CA qui fuient et toi t'accorder tes 20% de temps? C'est vrai. Tu vois, et on équilibre en fait, comme ça, à la fois sa problématique personnelle, son mindset de vie perso, son état d'esprit et son état d'esprit professionnel. Et on trouve un équilibre et donc elle a envie de se remettre à bosser. C'est un cercle vertueux. Ouais. C'est qu'à un moment donné, je lui ai donné une porte de sortie, elle a envie de se remettre à bosser, donc elle se réimplique dans le programme, elle est ok, elle te dit merci et ça repart. Mais si si je l'avais pas écouté, j'étais resté sur un plan que j'avais préétabli pour elle, on aurait été au carton. Oui, parce qu'au final, c'est pas ce dont elle a besoin.
Exactement. Mais par contre, tu vois, si je prends le cas d'une autre personne avec qui j'ai arrêté de travailler parce que je l'ai estimé non coachable, mais c'est simplement parce que quand je lui ai proposé une solution qui était de prendre en fait les gens, enfin de rentrer en contact avec les gens, elle a dit non mais je ne me vois pas les appeler. Mais je lui ai dit alors quelle est la solution que tu me proposes pour aller faire cette conversation qu'on parle depuis le début. Elle me dit je n'en ai pas. Ben, si tu n'en as pas, à part appeler les gens, à part essayer de créer des choses, c'est que toi tu veux pas aller là. Donc mon process, le mien, peut-être qu'il y en a d'autres qui vont t'aller, le mien ne te conviendra pas. Donc on ne peut pas travailler ensemble. Oui, je vois. Tu vois ce que je veux dire? C'est que moi j'ai un process aussi que je peux adapter, mais que je peux pas casser non plus à 100%. Ah oui, non, ça c'est On sûr. est d'accord. C'est adapté, c'est tout. Mais on peut réaligner, recomprendre, ajuster. Tu vois, mais il faut aussi savoir dire non à un moment donné, je ne veux pas travailler avec toi. Et c'est pas parce que elles ont signé un contrat d'un an qu'il faut les obliger à payer. Tu te fous un boulet au pied plutôt qu'autre chose. Laisse partir les gens à un moment donné. Quand tu sens vraiment que le point de rupture il est trop élevé, laisse partir les gens. Et ça, je trouve que c'est essentiel. Et c'est ce qui se fait pas assez. Quoi. Non, mais c'est ce qui se fait pas assez. C'est dommage.